Comment faire face au réchauffement climatique? C'est un vaste problème. Nous allons parler aujourd'hui de biodiversité, une biodiversité arctique, et nous allons parler de cette biodiversité en lien avec le réchauffement climatique. Donc nous allons parler d'un écosystème particulier situé en Arctique, et nous allons voir qu'en dehors des effets abiotiques, le réchauffement climatique a des impacts importants sur cette biodiversité arctique. Deux points essentiels à noter. Donc, les impacts peuvent être directs, donc avoir des effets directs sur les populations et sur leur évolution également. Donc, effets sur les populations, notamment au niveau des effectifs, au niveau de l'état sanitaire et au niveau de leur répartition à la surface du globe. Alors là, on parlera répartition à la surface au niveau arctique, donc au nord. Et deuxième point important à noter, c'est qu'il y a des impacts correspondant à des effets indirects liés aux perturbations des écosystèmes naturels. Alors essayons de comprendre, de suivre sur le plus ou moins long terme la distribution spatiale de certaines espèces face au réchauffement climatique, notamment correspondant au déplacement en altitude ou en latitude et aux invasions biologiques de certaines espèces. Donc concernant cette biodiversité, nous allons essayer de voir les conséquences en lien avec le changement du climat. Alors, j'ai choisi l'exemple d'un écosystème arctique qui subit un réchauffement plus accentué que partout ailleurs dans le monde et qui, du fait de sa position géographique, ne permet pas aux espèces qui le peuplent de migrer. Donc ces espèces sont en quelque sorte prises au piège. Et nous allons voir qu'une modification de l'écosystème a des répercussions importantes, notamment au niveau des ours polaires, donc des ours blancs. Donc, nous allons nous intéresser au déclin des populations d'ours polaires. Alors pourquoi? Eh bien parce que c'est un cas de figure emblématique et relativement médiatisé. Donc, déclin des populations d'ours polaires, autant du point de vue des effectifs que de leur état sanitaire. Je vous invite à aller voir certaines images sur Internet, c'est assez impressionnant. Alors, comment expliquer ce déclin? Eh bien, ce déclin va pouvoir être mis en relation avec la mise en relation de différents facteurs, notamment diminution de la surface de la banquise, les besoins alimentaires des ours et le succès de prédation, et la perte de poids des individus. Donc ça, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, donc deuxième document, nous allons voir qu'il y a d'autres acteurs essentiels aux chaînes alimentaires de l'écosystème arctique. Donc nous allons pouvoir comprendre ce changement de climat qui va influencer les espèces indirectement, mais aussi directement. Et nous allons voir qu'il y a également des problématiques qui seront liées aux espèces invasives à différents niveaux de la chaîne alimentaire. Alors, commençons par jeter un œil sur ces documents. En lien avec problème technique, en lien avec ce réchauffement climatique et cette biodiversité. Donc nous allons voir trois aspects du problème. Alors on va essayer de retracer l'écosystème, en fait, essayer de voir les principaux maillons de cette chaîne alimentaire. Donc au niveau de l'ours polaire, nous verrons que c'est une victime emblématique du réchauffement climatique. Nous verrons également le rôle de la morue polaire, qui est une espèce clé de l'écosystème, et nous verrons qu'il y a également apparition d'espèces invasives. Donc tout ça au sein d'un écosystème, d'une chaîne alimentaire, d'une pyramide alimentaire qui sera modifiée. Alors, l'humanité
cherchent à éviter un réchauffement global. Et notamment un réchauffement global supérieur à 2 degrés Celsius, et ceci en 2100. Nous sommes en 2023. Donc, et ceci par rapport à 1850. L'Arctique est une région particulièrement vulnérable. Pourquoi? Eh bien, parce que ses limites sont déjà dépassées. Le réchauffement climatique risque d'y atteindre plus 5 à plus 9 degrés Celsius d'ici 2080. Alors on peut se poser la problématique suivante, c'est quels sont les effets du réchauffement climatique sur la biodiversité arctique. Commençons par dire quelques mots sur l'ours polaire. Alors, je vous invite à regarder un ours femelle photographié près de l'archipel de Svalbard en 2015 notamment, l'image qui est devant moi. C'est assez impressionnant et donc cette femelle est dans un état de maigreur assez impressionnant. Du fait de leur répartition sur un territoire quand même immense, il est très difficile d'estimer les effectifs des différentes populations d'ours polaires. En 2016, on pensait qu'il y en avait environ 26 000. Et les spécialistes s'attendent à une réduction de ces populations de 30% d'ici 2050. Et cette baisse est d'ores et déjà observée en Alaska. Alors, donc ce que l'on dit à propos de cet ours, c'est valable également concernant d'autres espèces plus ou moins emblématiques, plus ou moins importantes sur la Terre entière. Donc cet ours blanc est symbolique. Ces dernières années, l'état sanitaire de nombreux individus apparaît des plus inquiétants, notamment pour les femelles, ce qui serait une conséquence du réchauffement climatique. Alors je ne dis pas présenter dans les détails le graphe, mais vous dire simplement quelques mots. Lorsque l'on regarde la masse moyenne d'ours femelles adultes à l'automne dans l'ouest de la baie d'Hudson, entre 1980 et 2007, eh bien, on s'aperçoit que la masse des femelles adultes diminue de manière assez importante. Par exemple, en 1980, on avait des masses qui se situaient aux environs de 300, on va dire 300 kg à peu près, 300 kg. Et en 2005, la masse moyenne des femelles était plutôt de moins de 250. Donc on va dire que en l'espace de quelques années, entre 1980 et 2005, les femelles ont perdu entre 50 et 100 kg. Donc sachant que les femelles, au départ, avaient une masse de 300 kg, et ensuite, diminution graduelle, mais inexorable, des poids, les femelles atteignent à peine 250 kg. Et ceci est à mettre en relation avec la date de fonte de la glace en fonction des années. On s'aperçoit que aux environs de 1980, la date de fonte de la glace était plutôt près du 16 juillet, alors qu'en 2005, la fonte était plutôt vers le 1er juillet, voire le 16 juin. Donc ça veut dire qu'on a une réduction. Enfin, la date de fonte se fait beaucoup plus tard. J'ai un problème d'écran, un écran noir. Ah, ça y est, c'est revenu. Bon, donc date de fonte 16 juillet en 1980 et date de fonte 1er juillet en 2005.
Donc ceci est à mettre en corrélation avec la diminution de la masse en fait, des ours polaires entre 1980 et 2005. Alors, c'est entre la fin du printemps et le début de l'été que les ours polaires constituent les stocks de graisse, qui leur permettent de jeûner pendant les 3 mois d'été durant lesquels la banquise recule, les obligeant à vivre sur la terre ferme. À la fin du printemps, les phoques naissent et passent leurs 6 premières semaines en surface. Ils représentent alors des proies faciles pour les ours polaires et constituent les 2/3 de leur alimentation. Donc là, encore une fois, on va comparer deux graphes correspondant d'abord au régime alimentaire de 9 ours femelles suivis sur une période d'une dizaine de jours en avril. Et ensuite, nous verrons la quantité de nourriture qu'un ours polaire femelle doit consommer sur une dizaine de jours au printemps afin de constituer ses réserves de graisse. Alors, l'état normal, c'est que une femelle doit manger une quantité importante de jeunes phoques, de carcasses et de phoques adultes. Donc jeunes phoques, on va dire 25 sur une dizaine de jours au printemps pour constituer les réserves, carcasses environ une dizaine et des phoques adultes environ 2. Vous voyez, c'est un nombre relativement important. Si on fait globalement 25 plus 10, 35 plus 2, donc on va dire 35 en gros. Donc il faut 35 animaux mangés sur une période d'une dizaine de jours pour que les stocks de graisse soient suffisamment importants pour supporter les grands froids. Et on s'aperçoit que le nombre d'animaux mangés par 9 ours femelles suivis sur une période de 11 jours va diminuer de manière très importante. Par exemple, la première femelle, la première ours a mangé un phoque adulte, un seul. Alors qu'en théorie, vous voyez, il fallait qu'elle en mange beaucoup. On avait dit 35 environ tout à l'heure. Deuxième et troisième femelle, pareil, mangeaient 2 carcasses. Quatrième femelle, rien du tout. Cinquième femelle, 2 carcasses. Sixième femelle, un phoque adulte. Et septième femelle, rien du tout. Et huitième et neuvième femelle ont mangé la même chose, à savoir un phoque adulte chacune, 2 jeunes phoques et 3 carcasses. Autrement dit, si on prend le cas le plus intéressant pour les dernières femelles, donc il y avait au total 3, 4, 5, 6 animaux mangés sur une période de 10 jours. Donc 6 comparé à 35, vous voyez que on comprend pourquoi certaines femelles photographiées dans l'archipel de Svalbard présentent un état de maigreur très très important. Et ceci est en lien avec la diminution, donc avec l'augmentation de la température, donc le réchauffement climatique, et ceci est en lien avec la date de fonte des glaces, donc date de fonte annuelle de la banquise, utilisée par la population d'ours à l'ouest de la baie d'Hudson entre 1979 et 2007. Donc la date de fonte, je répète, plutôt vers le 1er juillet en 2005, alors qu'en 1980, c'était plutôt vers le 16 juillet. Donc ça veut dire que les jeunes phoques qui doivent être sur la banquise à la naissance ne sont plus là au moment où il le faudrait, globalement. Alors nous allons reparler de tout ça tout à l'heure, lorsque nous allons faire le bilan des documents étudiés. Passons maintenant au cas de la morue polaire, qui est une espèce clé de l'écosystème arctique. La morue polaire, elle produit une protéine antigel qui lui permet de ne pas craindre les températures inférieures à 0 degré Celsius.
Alors, quelques mots avant sur la morue polaire. La morue polaire, Boreogadus saida, affectionne les eaux froides de l'océan Arctique dont la température se situe entre -2 et 0 degrés Celsius. Elle représente la principale ressource alimentaire des oiseaux, des morses et des phoques de la banquise. La survie des larves de morue dépend de plusieurs paramètres, dont la présence de Calanus hyperboreus et Calanus glacialis, qui sont deux crustacés planctoniques qui constituent la nourriture principale des larves de morue. Donc vous pouvez voir sur internet des spécimens de Calanus hyperboreus et de Calanus glacialis, où l'on voit un sac de lipides bien visible au centre du corps. Regardons la taille de la larve de morue en fonction de l'âge en jours des morues. Donc regardons la concentration en crustacés en nombre de proies par litre. Lorsque la larve n'est pas née, lorsqu'il y a simplement l'œuf, eh bien il n'y a pas de croissance, évidemment, puisqu'il n'y a pas de larve de morue. Dès l'instant où la larve ou les larves atteignent une taille de 10 mm, la concentration en crustacés est d'environ 60 non, pas 60, on va dire à peine 5. Et lorsque les morues atteignent une taille de 40 cm, à peu près, 40 mm à peu près, donc l'âge sera à peu près de 80-90 jours à peu près, et la concentration en crustacés, donc en nombre de proies par litre, sera de 15 à 20 à peu près. Voilà. Bon, nous en reparlerons tout à l'heure. Nous allons essayer d'analyser ce problème tout à l'heure. Donc c'était la croissance des larves de morue en fonction de l'abondance et de leur alimentation. Donc je répète que la morue polaire, elle produit une protéine antigel qui lui permet de ne pas craindre des températures inférieures à 0 degré. Donc restons sur ce problème de la morue et des larves. Nous en reparlerons tout à l'heure. Parlons maintenant de l'apparition d'espèces invasives. La disparition des glaces permet une meilleure pénétration de la lumière dans l'eau et le développement d'un phytoplancton plus abondant dont se nourrissent les Calanus. Cependant, Calanus hyperboreus et Calanus glacialis sont concurrencés par l'arrivée de l'espèce Calanus finmarchicus, favorisée par l'incursion d'eau plus chaude provenant de l'océan Atlantique. Or, cette espèce n'a pas les qualités nutritives des Calanus de l'Arctique. Par ailleurs, d'autres espèces invasives font leur apparition en Arctique, comme les harengs, les maquereaux et les éperlans, qui se nourrissent eux aussi de Calanus. Des orques ont aussi été remarqués à des latitudes inhabituellement élevées. Les orques sont de grands prédateurs. Si on regarde entre parenthèses donc le nombre d'œufs pondus par individu et par jour concernant les Calanus finmarchicus et de Calanus glacialis, 40 œufs pondus, alors pas 40, on va dire 30 œufs pondus concernant Calanus glacialis lorsque la température est de 4 degrés Celsius à peu près. Mais lorsque la température passe à 10 degrés Celsius, eh bien,
Calanus glaciasis pond beaucoup moins d'œufs. Tandis que Calanus finmarchicus pond une dizaine d'œufs à 0 degré Celsius, ils en pondent environ 25 à 10 degrés Celsius. Bon, encore une fois, nous allons analyser la situation tout à l'heure. Donc après avoir posé les informations, essayons de comprendre l'impact du réchauffement sur l'écosystème arctique. Nous allons essayer d'indiquer quelques paramètres du biotope modifié par le changement climatique. Nous allons essayer de représenter le réseau alimentaire principal de cet écosystème. Et nous allons essayer de montrer comment les modifications du biotope peuvent gravement perturber ce réseau alimentaire et par conséquent la biodiversité de l'Arctique. Alors, quels paramètres du biotope peut-on citer? Problème d'écran, encore une fois. Vous pouvez patienter quelques secondes. Alors, j'ai quelques réglages à faire. Désolé, mais mon écran me pose des problèmes. Ça vous permet de prendre un petit café. Alors, je vais commencer. Si l'écran s'arrête, je m'arrêterai à nouveau, mais bon, pas perdre trop de temps quand même. Donc, on peut citer comme paramètres du biotope, d'abord l'augmentation de la température des eaux. Donc, il y a des incursions marines atlantiques. C'est pénible. Alors, je répète, donc paramètres du biotope. Premier point, augmentation de la température des eaux. Donc, nous allons voir qu'il y a des incursions marines atlantiques. Enfin, il y a des incursions marines atlantiques, d'où l'augmentation de la température des eaux. Ensuite, la surface de la banquise disponible, notamment en été. Ça veut dire que la banquise, en fait, disparaît en baie d'Hudson 15 jours plus tôt en 2005 qu'en 1980. Et ensuite, troisième paramètre, c'est la pénétration plus importante de la lumière dans l'eau du fait de la réduction de la banquise. Donc on peut représenter le réseau alimentaire de l'écosystème arctique de façon simplifiée. Alors, j'ai toujours un problème avec mon écran. Ah, je suis désolé, mais bon. C'est pénible, ça. Alors, essayons donc de représenter ce réseau alimentaire de l'écosystème arctique de manière simplifiée. Nous avons... Alors, donc chaîne alimentaire, réseau alimentaire. On a toujours cette petite flèche que vous pourriez voir en faisant quelques recherches sur Internet. Donc, est mangé par. Par exemple, le phytoplancton est mangé par Calanus. Pénible, ça.
Calanus. Bon, allez, on va dire que le phytoplancton est mangé par toutes les espèces Calanus, et les espèces Calanus sont mangées par les morues polaires. Les morses mangent la morue polaire, les phoques également, et certains oiseaux également. Ensuite, les phoques sont mangés par les ours polaires. Donc il y a également en parallèle donc, prédation des jeunes. Donc, ça veut dire que en fait, les ours polaires vont manger les jeunes phoques. En fait. Les carcasses de morses sont également mangées par des ours polaires. Et voilà pour globalement un écosystème très simple. C'est fou ça, quand on a un problème d'ordinateur. Hein. Pourquoi il ne veut pas? Oh, puis je fais pas de montage, hein, donc je laisse en direct. Hein, je sais, c'est pénible, mais bon. Ne ratez pas l'explication qui va suivre quand même, ce serait dommage. Bon, je répète, hein, d'abord l'écosystème très simple. Ensuite, je vais le complexifier un petit peu, vous allez voir, c'est assez compliqué. Phytoplancton, mangé par Calanus. Par Canalus. Canalus, mangé par morue polaire. Morue polaire, mangée par oiseaux, phoques et morses. Phoques et morses, mangés par ours polaire. Donc, notamment, phoques, prédation des jeunes, et morses, consommation de carcasses par les ours polaires. Par contre, les oiseaux ne sont pas mangés par les ours polaires. Donc voilà pour globalement. Hein, globalement. Donc phytoplancton, Calanus, morue polaire. Morue polaire, donc le poisson mangé par les oiseaux, les phoques et les morses. Les phoques et les morses mangés par les ours polaires, avec les jeunes phoques qui sont sur la banquise, avant que la banquise ne fonde. En fait, les jeunes phoques sont sur la banquise. Les ours peuvent les manger. Mais si la banquise fond trop vite, les petits phoques, il n'y en aura pas, donc les ours auront faim. Et concernant la carcasse des morses, ils mangent des carcasses. Alors, maintenant, essayons de répondre aux petits problèmes que je vous ai soumis tout à l'heure. Donc, les carcasses de morses, mais aussi de cétacés et de phoques, donc sont mangés par des ours polaires. Donc les ours polaires sont incapables de saisir une proie en nageant, donc surtout lorsqu'elles sont de grande taille. C'est pourquoi les jeunes phoques constituent des proies idéales dans leur première semaine de développement sur la banquise. Alors on peut représenter l'impact du réchauffement de la zone arctique sur la biodiversité de la façon suivante. Donc on ne pourra conserver ici que la chaîne alimentaire principale. Alors, le phytoplancton est mangé par Calanus glacialis, par exemple. Ce phytoplancton, donc son développement est favorisé par de la lumière qui peut être disponible en surface, évidemment, etc., etc. Alors essayons de mieux comprendre. On peut constater que Calanus glacialis est en compétition avec Calanus finmarchicus pour la ressource alimentaire phytoplancton dont l'abondance, qui est liée à une meilleure pénétration de la lumière, donc source d'énergie permettant la photosynthèse, donc je répète, dont l'abondance pourrait compenser cette concurrence. Cependant, Calanus glacialis se reproduit moins bien si la température augmente trop fortement. À moins de 4 degrés Celsius, Calanus glacialis pond environ 30 œufs par jour, contre 30 à 15 pour Calanus finmarchicus.
Au-delà de 4 degrés Celsius, le nombre d'œufs pondus par Calanus glacialis diminue alors qu'il augmente pour Calanus finmarchicus. Et au-delà de 8 degrés Celsius, Calanus finmarchicus se reproduit davantage que Calanus glacialis et risque donc de supplanter cette espèce dans l'écosystème arctique. On observe par ailleurs que les individus de Calanus finmarchicus sont 2 fois plus petits et contiennent moins de lipines que les individus de Calanus glacialis. Calanus finmarchicus ne constitue donc pas une ressource alimentaire satisfaisante pour les larves de morues dont la survie et la présence dépendent de cette ressource. On constate en effet que plus le nombre de proies disponibles pour ces larves diminue et plus leur croissance est faible. On pourrait ajouter la concurrence d'autres poissons, par exemple les maquereaux, les harengs et les éperlans, sur la morue vis-à-vis de la consommation des Calanus. De plus, la morue polaire affectionne les eaux aux températures négatives pour lesquelles elle est adaptée, donc du fait qu'il y a une protéine antigel. Pour toutes ces raisons, le réchauffement des eaux arctiques pourrait conduire à une réduction de la population de morues polaires. En conséquence, les phoques seront moins bien nourris et moins nombreux pour nourrir les ours polaires, mais aussi les orques. Par ailleurs, la disparition de plus en plus précoce de la banquise au printemps diminue la durée de la période durant laquelle les ours doivent réaliser leurs réserves de graisse pour la période estivale d'environ 15 jours, alors qu'ils ne disposent plus que de 6 semaines durant lesquelles les jeunes phoques grandissent à la surface de la banquise, où ils constituent des proies faciles. Donc il y a bien des difficultés des ours à se nourrir, c'est-à-dire que alors qu'un ours polaire femelle doit consommer environ 27 jeunes phoques, une dizaine de carcasses, morses ou cétacés, et 2 phoques adultes pour constituer ses réserves, le suivi de 9 individus montre que les quantités consommées sont très éloignées de ces valeurs. Au mieux, les ours numéro 8 et 9 n'auront consommé que 3 carcasses, 2 jeunes phoques et un phoque adulte. Ceci explique la diminution de la masse observée sur certains ours femelles entre 1980 et 2005. Donc la perte est estimée en moyenne à 50 kg par individu, soit environ 20% de leur masse normale. En conclusion, nous pouvons dire que les effets via une variation des paramètres du biotope de cet écosystème est... Alors je répète. En conclusion, les effets donc via une variation des paramètres du biotope de cet écosystème et indirects via les effets directs. En conclusion, les effets directs et indirects du réchauffement climatique sur cet écosystème conduisent à une détérioration des effectifs et de l'état sanitaire des principales espèces, etc., etc., etc. Bon, j'arrête parce que c'est complètement nul. Ah non, faut pas arrêter. Allez, tant pis. En conclusion, j'ai un moment de découragement parce que je bafouille en fait. En conclusion, donc bafouillage plus problème d'écran, ça m'énerve un petit peu en fait. C'est agaçant parce qu'on veut faire des cours relativement fluides et puis il y a toujours des problèmes en fait. Oui, je sais, c'est un peu de ma faute ces problèmes. En conclusion, les effets directs, donc via une variation de paramètres du biotope de cet écosystème, et les effets indirects via les espèces invasives, donc effets directs et indirects du réchauffement climatique de cet écosystème, conduisent à une détérioration des effectifs et de l'état sanitaire de ces principales espèces à différents niveaux du régime alimentaire, autrement dit à une perte de biodiversité. Bon, désolé, le cours n'est pas génial, mais nous avons essayé de répondre aux problèmes. Globalement, c'est mieux que rien, réchauffement climatique et biodiversité. Quels sont les effets du réchauffement climatique sur la biodiversité arctique? Nous avons tenté de répondre un peu aux problèmes. Le cours est terminé. Merci. Ouf, pénible ce cours.
Il y a des cours sympas, mais il y a des cours, ça patauge un peu, hein.